Bonjour à tous. Je voudrais vous parler donc du métier de secrétaire médical et peut-être en avez-vous envie d'en faire un métier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une représentation de la secrétaire médicale dans un hôpital ou dans un centre médical ou avec un médecin. Et en fait, il existe en fait deux facettes. Soit la secrétaire médicale travaille dans un pool dactylographique, donc ça veut dire qu'elle ne fait que de l'encodage de protocoles, avec divers travaux de secrétariat comme du classement, l'archivage, etc., 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 etc. Soit vous avez la secrétaire médicale qui gère et organise le secrétariat, donc de A à Z. Donc ça peut être l'accueil téléphonique, l'accueil physique des patients, la prise de rendez-vous, l'archivage, la gestion du courrier entrant, sortant, l'organisation de réunions, etc. Alors, la secrétaire médicale, dans un pool dactylographique, soit elle va travailler de 8h à 16 ou 17 assise face à son écran avec un casque sur les oreilles, à écouter le médecin et retranscrire ce qu'il raconte. Soit vous avez la secrétaire qui va quand même faire de l'accueil, etc., mais qui quelquefois, l'après-midi, va encoder les résultats que le médecin aura encodés suite aux consultations qu'il a effectuées avec les patients. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un pool dactylographique, vous n'avez quasiment pas de contact avec la patientèle. Donc, vous êtes vraiment dans un bureau où la patientèle n'a absolument aucun accès, aucun contact. D'accord ? Quelquefois, vous n'avez même pas de contact avec les médecins ou autres personnes des autres services, puisque vous êtes un peu dans le côté administratif où vous ne faites que d'encodage. Alors, vous allez me dire, oui, mais de l'encodage, c'est facile. Oui, mais il y a quand même des exigences au métier. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un casque audio sur les oreilles, vous allez être confronté à des dictées, enfin, ce ne sont même pas des dictées, mais ce sont donc des résultats que le médecin va enregistrer sur un espèce de dictaphone, où ça dépend un peu du système qui est mis en place à l'hôpital, ou quelquefois aussi c'est aussi un système de fibre optique. Et donc ce qui se passe, c'est que vous allez avoir l'enregistrement donc d'un examen. Alors le médecin va parler avec un débit normal, il ne va pas s'arrêter évidemment. Et vous devrez retranscrire en fait ce qu'il raconte. Donc vous aurez un système de retranscription avec donc un casque audio comme j'ai déjà dit et des pédales. En fait, vous allez avoir un pédalier un peu comme dans une voiture. On a 3 pédales. On a la pédale de gauche qui va permettre de reculer l'audio, la pédale de droite qui va avancer l'audio et la pédale du milieu qui va avoir différentes fonctions en suivant le système de retranscription. Donc ça veut dire que ce que vous allez retranscrire, c'est principalement des termes médicaux, des procédés médicaux, des techniques, des résultats, des motifs, des antécédents, des anamnèses, etc., etc. Alors forcément, il y a quand même une fameuse exigence, c'est de connaître la terminologie médicale. Alors ça, évidemment, c'est le plus gros volet en tout cas des études, puisqu'en fait, la médecine, comme vous le savez, la science, c'est en constante évolution. Donc, vous avez quand même beaucoup de termes qui, comment je vais dire, qui mutent aussi. Ils peuvent aussi muter et quelquefois, il y a même des médecins qui inventent des termes. Enfin, ils inventent. En fait, ils font, voilà, ils font un mix de termes quelquefois. Et donc, quelquefois, il y a des termes qui ne sont même pas dans le dictionnaire. Eh oui. Et donc, ce qu'il faut souvent faire, c'est un petit lexique, donc c'est faire toute la liste, un espèce de répertoire, une liste de termes médicaux que vous ne connaissez pas et évidemment auquel il faut adjoindre donc la définition. Alors pour bien faire, quand on veut retrouver un terme, le plus facile c'est le classement alphabétique, sauf que vous allez quelquefois avoir des termes qui commencent par V, puis par M, puis revenir dans les T, etc. Donc quand vous faites votre lexique, même si vous le faites à la main, soit vous le faites sur des petites fiches, mais bon, ça prend évidemment du temps, soit vous le faites sur Excel, puisque sur Excel, vous avez la fonction de tri alphabétique de données.
Et donc vous pouvez évidemment donc dans une colonne mettre le terme et dans la colonne suivante indiquer donc la définition. Donc il faut vraiment tout le temps se mettre à jour. Idem pour les médicaments. Donc tous les ans, il y a la liste des médicaments qui est mise à jour puisque vous avez des médicaments qui sont commercialisés une année et peut-être pas l'autre, ou des médicaments dont la formule a changé ou simplement le nom commercial a changé, ou un médicament qui a été retiré du marché. Donc c'est toujours aussi en évolution, donc il faut toujours se mettre aussi à jour par rapport à ça. Alors au-delà de ça, évidemment, qui dit secrétariat dit évidemment maîtrise du français, maîtrise de l'orthographe, donc ça on ne peut pas y passer. Donc si vous êtes nul en orthographe, franchement, faites des cours, faites des dictées, etc. de français pour remettre à flot donc votre niveau d'orthographe, parce que franchement, que ce soit en secrétariat normal ou sans secrétariat juridique ou voilà médical, évidemment l'orthographe, mais c'est l'exigence du métier, parce que de toute façon, si vous postulez, vous allez avoir un entretien d'embauche, et souvent vous allez avoir un petit test de français pour connaître, enfin pour évaluer vos connaissances. Et souvent, c'est éliminatoire, évidemment, hein. Même dans les examens d'admission pour certains cours dans mon secrétariat médical, par exemple pour moi, je suis prof dans une école, et donc on a un test d'admission, et en fait, si le français n'est pas bon, d'office, l'élève est recalé, enfin recalé, il doit suivre en fait un cours de remédiation en français, et voilà, il a intérêt à le suivre parce qu'il doit signer un contrat, etc. Il y a d'autres écoles en fait qui fonctionnent différemment. Elles imposent le français, quel que soit le niveau de la personne. Et moi, je trouve que l'imposition, c'est bien, parce que ça permet de mettre à jour, parce que quelquefois, voilà, on oublie. Et puis, avec tout ce qu'on peut lire aussi sur Internet, etc., les messages dans lesquels il y a plein de fautes d'orthographe, évidemment, quelquefois, on a vraiment des doutes. On dit, tiens, est-ce que ça s'écrit vraiment comme ça? Et voilà, c'est méga important, l'orthographe, évidemment, donc dans le secrétariat médical. Enfin, dans le secrétariat tout court, de toute façon. Parce que vous êtes aussi le point de communication entre votre entreprise et l'extérieur, d'accord? Et l'orthographe, c'est aussi l'image de marque de l'entreprise. Voilà, quand on reçoit un mail avec des fautes, voilà, ça dénote tout de suite, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça pour un niveau, etc. Voilà, ça dénote tout de suite. En tout cas, il faut quand même, pardon, il faut quand même détecter les fautes, évidemment, parce que si vous n'avez pas cette capacité à les détecter, eh bien ça c'est quand même une grosse difficulté de savoir, tiens, là je ne sais pas si j'ai fait une faute, est-ce que c'est bon, pas bon. C'est vrai que c'est difficile. Maintenant, il faut toujours se repérer avec un dictionnaire. Ou bien, voilà, il y a des sites, hein, il y a le larousse.fr qui aide évidemment. Pour la conjugaison, il y a le conjugueur aussi.com. Donc là, ce sont voilà, des outils pratiques. Et c'est vrai que pour la terminologie, vous avez aussi la terminologie dans des dictionnaires, comme par exemple le Garnier de la Mare, donc qui est le dictionnaire illustré des termes de médecine. Tous les ans, évidemment, il y a une nouvelle édition, puisque comme je vous l'ai dit, tout est mis à jour. Évidemment, il y a des nouveaux termes, etc. Il y a des techniques qui changent, etc., etc. Donc c'est en constante évolution. Alors, c'est encore un format papier, vous allez me dire, oui, mais il y a Internet, etc. Et voilà, Internet, évidemment, c'est l'outil rapide, mais on peut trouver n'importe quoi sur Internet. Tout le monde peut créer du contenu sur Internet. La fois passée, j'ai lu encore un article, c'était en fait la personne qui avait rédigé l'article, en fait, s'était trompée dans le genre du mot. Donc, en fait, au lieu d'indiquer que c'était féminin, c'était masculin. Donc, par exemple, au lieu d'écrire, je sais pas moi, le poumon, c'était la poumon, mais tout le texte, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc forcément, voilà, vous allez regarder sur Internet, vous pouvez aussi récupérer des fautes et vous-même en tout cas les retranscrire quelque part. Donc toujours bien vérifier la source et voilà, utiliser quand même un bon dictionnaire, je pense que c'est bien quand même. Voilà, c'est voilà, des professionnels qui ont quand même validé toute la terminologie, etc. Donc je pense que c'est quand même hyper important, c'est un bon investissement. Alors c'est clair que le Garnier de la Mare, il est quand même assez cher, quoi. Je crois que c'est une 60aine d'euros si ça n'a pas augmenté entre-temps. Mais de toute façon, vous pouvez toujours en trouver en deuxième main. Ne choisissez peut-être pas une vieille édition, mais en tout cas, choisissez une édition récente. Maintenant, voilà, si vous voulez être sûr de vous, voilà, je vous conseille vraiment au moins un outil de qualité. Alors, ce qui est aussi exigeant au niveau du métier, c'est évidemment la vitesse d'encodage. Donc, si vous travaillez dans un pool dactylographique, vous n'allez faire que de l'encodage et souvent, vous allez faire en moyenne minimum 60 protocoles par jour. Je dis bien, quelquefois, c'est un minimum.
En fonction évidemment du temps que vous avez, hein. Si vous avez un mi-temps ou un trois quarts temps, ou etc., forcément, si vous n'êtes là que 4 heures, enfin bon, voilà, c'est même possible d'en faire 60 pendant 4 heures. Non, ça dépend un petit peu de la longueur du protocole. Et donc, voilà, la vitesse d'encodage, donc c'est important. Donc, si vous n'encodez ou si vous maîtrisez le clavier uniquement avec les index, ben ça le fait pas, quoi. Franchement, non. Il faut vraiment acquérir une maîtrise de la frappe. Avec ses 10 doigts, évidemment, on appelle la frappe aveugle. Si vous ne l'avez toujours pas acquise, eh bien, je vous conseille vraiment de faire des exercices. Il y a moyen de télécharger des petits logiciels gratuits sur Internet et d'apprendre à travailler en encodant soit à partir de la rangée AZER, UIOP, ou bien vous avez aussi des exercices qui vous font débuter avec la rangée QSDF. Donc là, ça dépend un petit peu. De toute façon, les deux méthodes sont bonnes. On encode avec ses 10 doigts. Et dans les entretiens d'embauche, par exemple, que mes élèves ont, parce que voilà, je suis toujours prof, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a tout le temps un exercice d'encodage, hein, une vitesse d'encodage. Et donc, d'un hôpital à l'autre, évidemment, les exigences sont différentes. Donc ici, je vais vous parler d'une élève qui a fait un entretien il n'y a pas très longtemps, et la vitesse minimale, pardon, était de 50 mots à la minute. Par contre, dans un autre hôpital, ils avaient comme exigence une moyenne de 30 mots minute, mais j'ai l'impression que cette exigence, en fait, je pense qu'ils se sont un peu plantés parce que finalement, 30 mots minute, on va dire que c'est enfin, je ne vais pas dire que c'est la base, mais c'est souvent ce qu'on acquiert quand on débute. Donc on peut très vite avoir de la vitesse, à condition d'avoir une qualité de frappe, dont la qualité, c'est vraiment de taper avec ses 10 doigts. Et voilà, donc certains endroits, ils ne vont pas l'exiger parce qu'il n'y aura peut-être pas d'encodage de protocole, mais néanmoins, il y a toujours l'utilisation de l'outil bureautique, donc voilà, c'est important quand même de taper à 10 doigts. Et puis les exigences du métier, vous avez aussi la pertinence des attitudes professionnelles. Vous avez face à vous donc des gens qui sont malades, qui ne viennent pas de plein gré venir dans un hôpital ou dans un centre médical, hein. Il faut y aller aussi, hein, avec sa maladie, etc., etc., donc c'est quand même difficile. Donc il y a aussi tout un panel donc d'attitudes professionnelles à avoir. Et voilà, donc ça se développe évidemment, hein, si vous n'avez pas, voilà, si vous ne savez pas comment gérer un accueil physique. Voilà, maintenant il ne faut pas pleurer évidemment quand la personne va parler de ses problèmes ou même quand voilà, vous savez qu'elle est atteinte d'un cancer. Bon, faut pas quand même, voilà, il ne faut pas aller dans le pathos non plus, hein, mais voilà, il faut aussi comprendre ces gens-là, leurs difficultés, et même s'ils arrivent par exemple avec 5 minutes de retard, quelquefois, voilà, quelquefois au niveau des médecins, il y a moyen de récupérer les 5 minutes, mais voilà, bon, il faut vraiment voilà, faire preuve de bon sens. Et alors, quant aux difficultés du métier, donc si vous travaillez dans un pôle dactylographique ou même à l'accueil d'un service médical, peu importe lequel, il faut toujours constamment se mettre à jour puisque les techniques évoluent, les médicaments changent, etc. Donc les types d'examens aussi. Donc voilà, il faut constamment se mettre à jour et il faut évidemment effectuer des recherches. Alors pourquoi j'ai mis effectuer des recherches? C'est quand vous avez en fait l'encodage de protocole, vous avez aussi au niveau de l'encodage de protocole quelquefois des termes que vous n'allez pas comprendre parce que voilà, le médecin mâchouille ses mots, etc. Ou alors il y a juste un bug au niveau, enfin voilà, dans l'audio. Et il faut quelquefois faire des recherches et voilà, donc c'est vraiment un métier où on ne peut pas rester même assis, je dirais assis à encoder des protocoles. Voilà, il faut vraiment tout le temps se mettre à jour, faire des recherches et être curieux de tout et vouloir avancer dans ce métier qui peut être un très très beau métier.